À l'Assemblée nationale, les députés ont décidé de changer le sens du I de l'IFI. Adieu l'immobilier, on parle désormais d'improductif. Je vois sur les réseaux sociaux beaucoup de gens s'émouvoir de cette situation. Permettez-moi de ne pas la juger sur le fond, mais sur la forme. Pour dire quoi? Ça fait quelques années déjà que l'on sait que la finance vit un peu dans son monde, laissant un peu de côté l'économie. Et ainsi, on a développé depuis une bonne dizaine d'années la notion du financement de l'économie réelle. Il y a de cela une quinzaine d'années, lorsqu'on a voulu développer les unités de compte en assurance vie, on a expliqué que les unités de compte finançaient l'économie réelle, ce qui en pratique induisait que le fonds en euros ne la finançait pas. Le discours autour de l'économie réelle a été porté à son summum par les fonds non cotés qui se sont, entre guillemets, accaparés le thème du financement de l'économie réelle. Je vais vous faire une confidence. Quand j'étais jeune, j'ai appris deux choses en économie. C'était qu'il y avait un marché primaire où l'argent allait dans la poche des entreprises et il y avait un marché secondaire qui permettait d'échanger des titres existants. Cette pédagogie, elle a été totalement oubliée, remplacée par une autre qui avait quand même beaucoup plus de relents marketing. Ben voilà, le problème, quand on fait de la com en disant que c'est de la pédagogie, ça tombe pas dans l'oreille de sourd et en pratique, nous venons de payer à l'Assemblée nationale 15 ans de discours sur l'économie qui finance, l'argent qui finance l'économie et l'argent qui ne le finance pas. Les banquiers sont franchement pas bons parce que le compte courant finance lui aussi l'économie parce qu'il permet de faire des prêts. Les banquiers, pour autant, n'en parlent pas. Mais sur le fond, ce qui s'est passé vraiment à l'Assemblée nationale, c'est qu'en fait, on s'est retrouvé pris au piège de 15 ans de discours autour de l'assurance vie. Et ça, c'est franchement regrettable. Voilà pourquoi, dans quelques instants dans cette émission, on fera, comme à l'accoutumée, pas de la communication, mais de l'information. La Française, pôle d'expertise multispécialiste de gestion d'actifs du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous présente Et plus encore. Au sommaire de cette émission chargée, on a prévu de passer un peu plus d'une heure et quart ensemble. Dans quelques instants, Florent Vabon pour le Point Éco. Florent Vabon, économiste chez Ecofi. L'homme dans l'actu, ensuite, c'est Philippe Roca de Siena Investment Managers. Nous parlerons avec lui d'un nouveau fonds défense en dette privée qui vient d'être lancé par Siena IM. On sera aux alentours de 18h15, 18h25, le journal décalé de Georges Delataille où il nous parlera, on verra bien de quoi. 18h35, peu ou prou, notre débat objectif long terme avec François-Régis Bernicot et Nicolas Fleuriot, directeur du développement de l'UMR, où nous allons parler assurance vie et retraite. On passera environ une demi-heure ensemble, ce qui doit nous amener aux alentours de 19h05, où nous retrouverons à l'affiche Stéphane Ventron, nouveau directeur général de Lombard Odier Investment Manager. Et on conclura, vous allez me dire, on a un plateau qui est exclusivement masculin. Eh bien non, elle sera là avec nous. C'est la patronne de CNCEF Patrimoine, Pascal Gloser, qui sera avec nous. Ce sera aux alentours de 19h15. Mais on attaque tout de suite avec le point marché. Il est avec nous, comme tous les 2 mois, Florent Vabon, économiste chez Ecofi. Florent, première question. J'ai le souvenir, un beau jour, quand vous étiez en plateau, vous nous avez expliqué qu'il fallait se méfier des statistiques sur l'emploi américaine, notamment les différences entre les créations d'emplois et le taux de chômage, parce qu'il n'était pas calculé de la même façon. Je voudrais qu'on commence par rentrer un peu dans la tambouille, parce qu'on dit toujours que derrière un chiffre, on a une vérité. Derrière un chiffre, on a surtout une méthodologie. Fin octobre, le 24, ont été publiées les statistiques de l'inflation américaine en retard. Et il y a eu de grands débats pour savoir la véracité des chiffres en fonction de leur mode de calcul. Que s'est-il passé? Alors déjà, peut-être rappeler la raison du retard. C'est qu'il y a actuellement un shutdown aux États-Unis, ce qui fait que les fonctionnaires ne sont pas payés
Et donc, de ce point de vue-là, il est difficile d'avoir des statistiques économiques quand on ne peut pas travailler avec le personnel habituel. Donc ça, c'est le premier point, c'est la raison pour laquelle ça a été décalé. Maintenant, je pense qu'il faut dissocier ce problème de décalage lié au shutdown et le problème de fiabilité en règle générale des statistiques économiques américaines. Finalement, s'agissant de l'inflation, on retrouve un petit peu le même parallèle que j'avais fait avec effectivement les chiffres de l'emploi. C'est que vous avez aujourd'hui des taux de réponse dans les enquêtes, des données qui remontent, qui sont beaucoup moins importantes, beaucoup plus faibles. Autrement dit, vous êtes en train de nous dire, c'est un sondage, c'est pas les prix des caisses qui remontent comme peut le faire par exemple l'INSEE en France ? Pas exactement, ça dépend des endroits et on va dire qu'il y a des économistes de terrain qui sont là pour aller récolter les prix et pour essayer de récupérer le maximum de biens et services pour le faire remonter dans les prix. Là où la situation, et je le disais, on peut le faire le parallèle avec les chiffres de l'emploi, c'est que il y a une technique qui s'appelle l'imputation statistique dans le CPI, dans l'indice des prix à la consommation, qui permet de justement calculer l'inflation. Et aujourd'hui, ce taux d'imputation statistique a augmenté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'imputer statistiquement les chiffres de l'inflation ? Eh bien, c'est par exemple lorsqu'il vous manque une donnée pour un produit. Vous l'extrapolez ? Vous l'extrapolez à partir d'un produit qui se trouve dans un autre État. Et vous inférez son prix au niveau national. Ou bien un produit qui ressemble. Alors, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête de cette manière-là, mais un produit qui ressemble à un autre, on dit que c'est à peu près le même prix. Il y a d'autres méthodes aussi pour imputer statistiquement les chiffres, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, ce taux d'imputation statistique a considérablement augmenté. Ce qui veut dire que les chiffres sont moins fiables, comme pour l'emploi. Et alors là, c'est intéressant de le noter, c'est qu'aujourd'hui, le Bureau des statistiques aux États-Unis manque de personnel et manque de budget. C'est la raison principale qui explique qu'il y a un manque de fiabilité. On pourrait le mois prochain ne pas avoir d'inflation américaine ? Il est fort probable, je ne vais pas dire certainement, mais il est fort probable qu'en effet nous n'ayons pas le chiffre de l'inflation pour le mois d'octobre en novembre. Ok, alors maintenant ça nous amène, on comprend bien donc que la Fed a des éléments parfois qui lui manquent et qui sont statistiquement pas forcément toujours fiables. Pour autant, la Fed a pris la décision de baisser ses taux d'intérêt. Depuis que Donald Trump est au pouvoir, Jérôme Powell n'avait pas bougé, mais il a bougé en septembre. Il vient de bouger. La prochaine réunion, ce sera le 10 décembre. Est-ce que la logique, ça sera jamais 203 ? Alors nous, je crois même que nous l'avions exprimé la dernière fois, on a toujours été prudents sur ce cycle de baisse de taux, tout en disant qu'il répondait à une forme d'ajustement de politique monétaire parce qu'ils ont constaté une détérioration du marché du travail. Donc ça, c'est le premier point, c'est la raison pour laquelle Jérôme Powell a baissé en septembre et a baissé en octobre. Elles sont bonnes, les stats du marché du travail ? Non, et en plus, on ne les a pas. Puisque okay. La dernière statistique du taux de chômage, par exemple, si on ne prend que celui-ci, la dernière statistique disponible, c'est celle du mois d'août. D'accord, donc depuis, tout va bien. On n'a pas réussi à avoir septembre ni octobre. Enfin, octobre, c'est normalement publié en première partie du mois, donc ce serait normalement cette semaine, mais il est fort probable que nous n'ayons pas ces chiffres non plus. Donc Jérôme Powell doit naviguer à vue. Heureusement pour lui, heureusement pour nous aussi, il existe des statistiques qui sont dites alternatives d'une certaine façon. En tout cas, aujourd'hui, elles le sont. Ce sont des statistiques qui sont fournies par des entreprises privées. Donc, par exemple, certains ont sans doute entendu parler de l'ADP, qui est une entreprise privée qui fournit l'équivalent des créations nettes d'emplois qui sont publiées par le Bureau des statistiques. Donc, on a des choses comme ça. On a des enquêtes aussi, des enquêtes auprès des ménages, auprès des entreprises, où on essaie d'évaluer comme ça la vigueur du marché du travail. Ce que ça nous dit aujourd'hui, ça c'est intéressant de le noter aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas sur une détérioration franche et marquée. C'est la raison pour laquelle Jérôme Powell, et nous ça nous a plutôt rassurés parce que c'était aussi notre scénario, a montré beaucoup plus de prudence dans la possibilité qu'il y ait une nouvelle baisse de taux en décembre. D'une part parce que les métriques de l'emploi se sont a priori stabilisées, on n'en est pas sûr puisqu'on n'a pas les vraies statistiques, mais aussi parce que l'inflation, certes, a montré des signaux de faiblesse et de moindre transmission de l'augmentation des droits de douane dans l'inflation, mais il y a quand même une très grande incertitude sur l'évolution future de l'inflation, et de toute façon, elle est supérieure à la cible. Donc, dans la balance des risques, pour le moment, ça a été l'emploi qui a été privilégié, mais si l'emploi se redresse ou se stabilise, il est, à notre sens en tout cas, probable que la Fed repense beaucoup plus à son mandat de l'inflation, et donc fasse moins de baisse de taux. Ok, alors ça veut donc dire que vous plaidez plutôt pour la stabilité au mois de décembre. Si on regarde maintenant la situation de la zone euro, vous nous aviez dit auparavant, stabilité, est-ce que vous
partagez le sentiment de Christine Lagarde qui nous dit finalement la croissance économique en Europe elle est pas si nulle que ça et niveau de l'inflation on n'a pas été si mauvais que ça. Alors si je commence par faire un peu d'humour, cette situation pour moi je la trouve dangereuse en tant que prévisionniste parce que généralement quand je suis très en dehors du consensus sur la BCE c'est ça qui se produit. Et quand le consensus et moi sommes identiques, il se passe toujours des folies. Vous avouez votre côté contrariant. Voilà, d'une certaine façon. Bon, ça c'est pour l'humour. Mais disons qu'effectivement, aujourd'hui, le mandat de la BCE, c'est la stabilité des prix. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est réussi d'une certaine façon. Alors après, on peut s'interroger sur la suite. Est-ce qu'il y a des risques baissiers à l'inflation? Mais actuellement, on voit que l'inflation oscille autour de 2%. L'inflation cœur, hors énergie et alimentation, est même restée inchangée sur les chiffres préliminaires du mois d'octobre à 2,4%. Ce qui veut dire que la BCE, effectivement, est dans une bonne situation et c'est la raison pour laquelle elle laisse ses taux inchangés. Nous, on considère que c'est terminé. Ça veut dire terminé, ça veut dire pas de mouvement. Pas de mouvement. Donc décembre, 2 jours après la fête, on va revenir... J'irai même plus loin, à horizon 6 mois, on reste sur une stabilité des taux à 2%. Taux de facilité de dépôt à 2%. OK. Mais ça n'est pas sans dire qu'il y a des risques. C'est pas notre scénario central, encore une fois, mais il faut toujours envisager le pire, d'une certaine façon. Il y a, à notre sens, plus de risques à 6 mois, à horizon 6 mois, plus de risques baissiers sur la croissance et l'inflation, du fait des droits de douane et ces choses-là, que de risques haussiers. Donc à 6 mois, on serait plus enclin à imaginer un scénario alternatif d'une nouvelle baisse de taux. Mais encore une fois, ça n'est pas notre scénario central. Est-ce qu'il y a un risque France? Est-ce qu'il y a un risque France? La France, forcément, ça va pas faire plaisir, mais c'est d'une certaine façon le vilain petit canard de la zone euro. Ça, c'est le premier point, parce que l'instabilité politique engendre des dégâts économiques et une moindre visibilité sur ce que pourrait advenir de la France, et surtout des taux d'intérêt français. Ça, je pense que c'est le point principal, c'est que la BCE ne contrôle pas les taux d'intérêt, elle contrôle les taux courts, elle les fixe, mais les taux longs, elle n'a aucune emprise dessus, si ce n'est d'ancrer les anticipations de taux courts. Mais donc, si la France, comme ça a été le cas à un moment, se démarque très sensiblement des autres pays, vous avez sans doute vu passer le fait que l'écart de taux entre l'Italie et la France était considérablement resserré. Ça marche aussi pour le Portugal, ça marche pour l'Espagne. Et à contrario, l'écart entre la France et l'Allemagne a considérablement augmenté. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose de spécifique à la France en zone euro. Et si la situation s'emballe beaucoup trop, de par son poids important dans la zone euro, il pourrait y avoir un risque effectivement que ça pénalise la croissance économique en zone euro et l'inflation, et d'une certaine manière que ça, dans le pire des cas, engendre une crise de la dette de la zone euro. On n'en est pas là. Qu'est-ce qu'on fait en termes d'allocation d'actifs? Grosso modo, vous êtes en train de nous dire les taux vont pas bouger pendant quelques mois. Non, mais ça fait un moment qu'on le dit. Donc, vous nous rappelez, voilà. Les taux ne vont pas bouger pendant quelques mois. Qu'est-ce qu'on fait en termes d'allocation d'actifs? Est-ce que on revoit l'IA qui progresse à nouveau fortement? Est-ce qu'il n'y a pas une bulle? Est-ce qu'il faut sous-pondérer les actions? Est-ce qu'il faut sous-pondérer les États-Unis? Votre sentiment, c'est quoi? Alors, ça fait beaucoup de questions. Déjà, sur le spectre obligataire, si les taux sont considérés à horizon 6 mois, par exemple, comme relativement inchangés, on se dit qu'il y a effectivement peu de possibilités d'avoir des performances sur la classe d'actifs obligataires, si ce n'est à aller sur du un peu plus risqué, c'est-à-dire sur des obligations d'entreprise, où là, il y a du portage, et donc, forcément, on serait amené à favoriser cette typologie d'actifs. Donc ça, c'est pour la partie obligataire. Pour la partie action, votre question est tout à fait pertinente, puisqu'on en avait parlé d'ailleurs la dernière fois. On s'était déjà montré prudent, mais à tort. C'est-à-dire que souvent, la tendance, elle est tellement puissante, le momentum est tellement fort, qu'on peut se tromper pendant longtemps. Ce que nous disons, pour essayer de rectifier un peu ce que j'avais dit la dernière fois, pour nuancer un peu, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une forme, on pourrait qualifier comme cela, d'euphorie sur l'IA aux États-Unis, et de toute façon, ça se reflète dans la composition des indices, parce que quand vous regardez le top 10 des valeurs du S&P 500, c'est grosso modo 40% de la capitalisation boursière de l'indice dans sa totalité, c'est ce qui est énorme. Donc ça veut dire qu'il y a un risque de concentration, des risques qui sont concentrés, j'insiste là-dessus, sur quelques valeurs, sur une thématique. Donc on pense qu'il faut diversifier. Puis il y a un autre point aussi qui est fondamental, c'est que moi je m'adresse à des investisseurs qui investissent en euros. Nous aujourd'hui, Et il y a le risque de change et le dollar. Il y a le risque de change, le dollar a dévissé cette année. Et donc, de ce point de vue-là, si vous n'étiez pas couvert sur le dollar, ce qui est rarement le cas d'ailleurs quand on investit sur les actions, à des exceptions près bien sûr, eh bien vous avez une performance qui est très en deçà. Et de toute manière, même quand on regarde en devise locale, alors ça se joue au coude à coude, mais la performance des actions de la zone euro est quand même supérieure. Donc ça, c'est plutôt
toujours favorable à notre sens pour une poursuite de la diversification internationale sur la poche action, parce qu'il y a des endroits dans le monde où il y a des valorisations qui sont moins tendues. Et comme nous sommes plus positifs sur le cycle de croissance hors des États-Unis, notamment sur la zone euro, le fait qu'il y ait un redressement conjoncturel à l'horizon, à notre sens, ça va contribuer à ce que j'appellerais une atténuation de l'exceptionnalisme américain, pas une fin, mais une atténuation. Et donc, de ce point de vue-là, si les courbes, petit à petit, se rejoignent, elles ne se rejoindront pas, mais l'écart va s'atténuer, on serait plus favorable à aller en dehors des États-Unis. En 20 secondes, question de curiosité, j'ai envie, face à cette inquiétude, de mettre de l'or dans le patrimoine de mes clients. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, l'or. En 20 secondes. En 20 secondes, bon, habituellement, c'est une... Non, c'est trop. Habituellement, c'est une valeur refuge. Donc, on pourrait être tenté de se dire que c'est un bon outil de diversification. Le problème, c'est que depuis quelques mois, depuis maintenant presque plus d'une année, on a un effet, je le disais un peu pour l'IA, mais c'est valable aussi pour l'or, un effet au momentum. Pour le dire de manière très triviale, en ce moment... La demande génère la demande. C'est même pire que ça, c'est les prix montent aujourd'hui parce qu'ils ont monté hier. Alors, il y a eu une mini-correction à un moment donné qui s'explique par le fait qu'il y ait eu une atténuation dans la guerre commerciale avec les États-Unis et l'Asie. Et donc ça a engendré une petite baisse de l'or. Mais globalement, vous regardez les courbes, elles sont presque exponentielles sur l'or. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, l'or, aujourd'hui, cristallise un peu toutes les craintes. Vous avez peur de la situation géopolitique, il y a de l'or. Vous avez peur d'un éclatement de la bulle de l'IA, il y a de l'or. Et puis, il y a un phénomène qui est très puissant aussi, c'est l'achat d'or des banques centrales. Donc, prudence ? Très honnêtement, comme il n'y a pas de valeur fondamentale déterminée par des fondamentaux économiques sur l'or, je ne saurais même pas me prononcer, pour être tout à fait honnête. Mais ce que je veux qu'on retienne aujourd'hui, c'est qu'il y a un effet momentum qui est très fort et qui distord un peu les caractéristiques habituelles que l'or a. Merci beaucoup, voilà. Florent Vabon. Tout de suite, un homme dans l'actu, on parle défense. On parle de défense avec notre invité, l'homme dans l'actu, c'est Philippe Roca, directeur des fonds dette corporate et dette privée chez Siena Investment Manager. Philippe, on parle beaucoup de la défense, on voit aujourd'hui fleurir un certain nombre de produits. Déjà, je voudrais qu'on regarde l'environnement général. Que se passe-t-il sur le marché de la défense et pourquoi y a-t-il aujourd'hui d'importants besoins de financement ? Alors déjà, vous avez raison de parler d'un marché de la défense plutôt que d'un secteur de la défense. Le marché de la défense est un marché sur lequel interviennent beaucoup de secteurs. L'électronique, l'aéronautique, la métallurgie, etc. Donc beaucoup de secteurs sont impliqués. Donc il ne vous a pas échappé qu'il y a beaucoup d'évolutions géopolitiques et de risques qui apparaissent depuis une dizaine d'années. Autrement dit, Trump nous a aussi demandé de bien vouloir nous en occuper nous-mêmes. Et Trump a fini de nous déciler sur le sujet. On a eu quelques avertissements produits par Barack Obama déjà il y a une douzaine d'années, lorsqu'il nous a fait savoir que sa zone de priorité, c'était l'Asie-Pacifique. On n'a rien voulu entendre. Donc Trump et Vance ont procédé au début de l'année à une espèce d'exégèse pour qu'on comprenne un petit peu mieux. Donc il y a eu une accélération de la prise de conscience de la part des Européens, en particulier avec la guerre en Ukraine en 2022, qu'il fallait accélérer sur leurs dépenses de défense. C'est fini les dividendes de la paix. Et dès 2023, la France a adopté par anticipation une nouvelle loi de programmation militaire qui signifiait que derrière, il fallait que l'industrie arrive à suivre une augmentation de ses cadences. Alors, l'industrie doit suivre. Naturellement, il faut financer tout ça, en plus de ce que l'on doit financer sur la finance durable et la révolution technologique. On voit aujourd'hui des produits apparaître. Vous faites un choix atypique. Vous avez fait le choix de faire un produit, non pas action, mais dette privée. Pourquoi ? Donc, déjà, sur les actions, sur le private equity, il y a déjà des acteurs sur ce marché-là. D'ailleurs, le 20 mars, lorsqu'il y a eu le fameux événement à Bercy, qui est devenu célèbre, il a été mis en avant le besoin des entreprises de la fameuse BITD, la base industrielle et de technologie de défense, que ces entreprises-là, qui sont toute une multitude, plusieurs milliers de PME, il y avait besoin de fonds propres dans ces entreprises-là. Néanmoins, elles ont également besoin de dette. Et personne ne s'est positionné sur le marché de la dette, qui est notre métier. Et donc, il nous a semblé que la dette serait un bon complément également pour ces entreprises-là pour financer
leur croissance et leur croissance externe également. Un mot sur votre expertise en dette privée chez Siena IM. Qu'est-ce que, historiquement, vous faites en la matière? Nous servons à peu près le spectre de la dette privée. Alors, tout ce qui est, on va dire, mainstream, c'est-à-dire c'est la dette LBO. Donc, nous avons des équipes qui font ça depuis plus d'une quinzaine d'années. Et nous sommes également présents sur une niche qui est ce qu'on appelle l'asset-backed lending, c'est-à-dire les financements adossés à des actifs réels. Et tout ça, ça permet de couvrir à peu près l'ensemble des besoins dont peut avoir besoin la BITD. Ok, parfait. Alors, maintenant, je voudrais qu'on rentre dans le détail du produit que vous lancez, qui s'appelle Siena Dette Privée Défense Europe. Ok. Alors, je vais prendre les mots après les autres. Europe, ça veut dire que c'est un produit qui s'intéresse au secteur, pas simplement français, mais globalement européen? Oui, les financements ont vocation à s'adresser à pas mal d'entreprises européennes, donc françaises principalement, en tout cas dans un premier temps, et puis européennes également. Nous travaillons avec plusieurs grands groupes de défense français, mais également européens, pour identifier les besoins dont pourraient avoir besoin leur chaîne d'approvisionnement. Alors, Philippe Rocca, je voudrais comprendre exactement dans quoi vous investissez. Je vous raconte, je ne suis pas du tout un expert, mais j'essaie de m'intéresser en préparant mes émissions, puisque vous parliez de la réunion du mois de mars. J'avais échangé avec l'un des participants qui disait, je lui disais, mais qu'est-ce qu'on doit financer en termes de défense? Et il me disait, il y a quand même tout un tas de sujets, parce que vous voyez, à la différence de l'automobile, c'est que quand on produit des obus, par exemple, on les stocke. Et on va pas forcément les utiliser tout de suite, donc il y a des coûts de stockage. Donc le financement de l'économie de la défense est un financement spécifique. Vous, en pratique, sur ce fonds-là, vous allez financer quoi? Alors, en effet, il y a plusieurs besoins. Nous, le besoin qui nous est apparu immédiatement lorsqu'il y a eu la nouvelle loi de programmation militaire, c'était, c'est bien beau de vouloir augmenter les stocks d'obus de munitions des armées, d'accroître les parcs de matériel, mais tout ça, il faut le produire. Donc Airbus, Dassault, Nexter et compagnie, ils seront capables de suivre le rythme, de financer tout ça. Mais eux, ils s'appuient sur toute une chaîne d'approvisionnement constituée d'une multitude de PME. Il faudrait que ces PME-là soient capables de suivre le rythme. Donc elles vont avoir besoin de quoi? Elles vont avoir besoin d'augmenter leur capacité de production, acquérir de nouvelles chaînes, moderniser les chaînes existantes. Elles vont avoir également besoin de constituer des stocks. Donc constituer des stocks à la fois proportionnellement à l'augmentation des cadences, mais également pour constituer des stocks de sécurité. On passe d'un modèle de just-in-time à un modèle de just-in-case. On ne peut pas se permettre d'avoir des ruptures d'approvisionnement. Voilà, grosso modo, il faut qu'on ait le matos si on en a besoin. Exactement. Donc tout ça pour permettre également à nos armées, par exemple, de reconstituer leur stock d'obus, leur stock de munitions de petit calibre, etc. Mais il nous est apparu également qu'il y avait un autre besoin, en plus de tout cela, que nous pouvons faire à travers notre expertise en asset-backed lending. Il y avait également un autre besoin qui était le besoin de concentration, parce que c'est une multitude de PME qui ont besoin de se rapprocher. Il faut financer cette croissance externe. Le private equity peut y participer et nous pouvons être au complément à ce qu'apporte le private equity. Et également, il y a beaucoup de problématiques lorsque vous discutez avec ces entreprises, avec ces PME, de transmission. Aujourd'hui, beaucoup de créateurs de ces entreprises-là veulent passer la main. La famille n'est pas forcément celle qui reprendra l'activité derrière. Donc, il y a des questions critiques de transmission de ces entreprises-là. On est d'accord, tout à l'heure, vous avez cité des noms de grands acteurs, mais on est sur un secteur qui est en réalité très, très émietté, avec beaucoup de PME. En pratique, ces PME, c'est quel type de prêt que vous faites? C'est du court, c'est du long, c'est du taux fixe, c'est du taux variable. On sait qu'en dette privée, on peut faire des choses très souples. Donc, la philosophie de ce que vous faites sur ce fonds, c'est quoi? Lorsque nous allons prêter à des entreprises, à des PME, on va dire sponsorless, c'est-à-dire qui sont souvent des entreprises familiales, qui ne sont pas adossées à un fonds de private equity, souvent nous allons faire des financements adossés à leurs actifs réels. Nous allons prendre des sûretés sur des lignes de production, sur des stocks, voire sur de l'immobilier d'entreprise. Éventuellement, si l'entreprise a un profil financier un peu plus robuste, nous pourrons prendre des titres de participation sur certaines de ces filiales. Ensuite, nous avons également la possibilité de financer des fonds de private equity et donc de leur apporter du levier tout à fait classique. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure que vous faisiez de la dette privée depuis longtemps. J'ai pas fini de répondre là-dessus d'ailleurs. Donc, les taux peuvent être fixes ou variables. Et la maturité peut aller jusqu'à 8 ans. En général, lorsqu'on finance une entreprise qui n'est pas adossée à un fonds de private equity, nous préférons que la dette soit amortissable pour éviter que l'entreprise ait un mur de dette à la fin.
Ok, on va maintenant entrer dans les détails du produit. Donc, on est dans de la dette privée, donc on est sur du non-coté. On est sur un fonds ouvert ou sur un fonds fermé? C'est un fonds fermé. Période de souscription? 1 an, plus qui peut être étendu de 6 mois. Donc, ça a commencé fin septembre, donc c'est jusqu'à fin septembre de l'année prochaine. Durée de vie du produit? 10 ans, extensible d'une année. Ok, objectif de performance? Objectif de rendement, 5%. Ok. Comment ça va se passer la fin? Parce qu'il va falloir que j'explique ça à mon client. Donc, on est sur un fonds fermé. Vous m'avez dit que sur certains, vous faisiez du crédit amortissable. Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, je vais voir l'argent revenir? Voilà, exactement. Alors, le fonds est fermé, mais l'argent sera restitué à partir de la 2e, 3e année, dès lors qu'il y aura des amortissements de dette de la part des emprunteurs. Ok. Merci beaucoup Philippe Roca d'avoir été avec nous pour nous parler de ce nouveau fonds atypique sur la défense, puisqu'il est focalisé sur le sujet de la dette privée et non sur le sujet de l'equity. L'atout, c'est que ça a aussi un SRRI un peu plus faible qu'un fonds action, puisque le niveau de risque de la dette privée est moins important que les fonds propres. Le niveau de risque est moins important, il n'en demeure pas moins qu'il existe quand même un risque, donc 5% c'est un objectif de rendement qui prend en compte des hypothèses de risque, mais ce sont toujours des hypothèses de travail. Merci beaucoup. Tout de suite, le journal décalé de Georges Delataille. La Française, pôle d'expertise multispécialiste de gestion d'actifs du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous présente le journal décalé. Commençons par les cryptos, Jean-François, un sujet que je sais que vous connaissez bien pour l'avoir traité dans Revue Banque, sujet très à la mode. BlackRock a plus que montré le chemin avec un ETF lancé il y a quelques mois aux États-Unis, qui a déjà collecté pas moins de 90 milliards de dollars. Il l'a décliné en Europe au printemps dernier sous forme d'un ETP avec détention physique de Bitcoin. Un produit un peu compliqué, il est domicilié en Suisse, il a un prospectus en Allemagne et une cotation à Paris, Francfort et Amsterdam. D'autres acteurs proposent ce même type de produit, mais il y en a un qui devrait faire parler, un produit lancé par Amundi début 2026, un ETP sur le Bitcoin. On peut donc penser que tous les voyants sont au vert, que les cryptos ou les ETP liés aux cryptos vont animer la collecte en 2026. Probablement oui, mais pas dans toutes les enveloppes. Jean-Paul Faguière, qui est vice-président de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, indique dans une tribune dans Les Échos, assurance et crypto-monnaie, que chacun reste dans son couloir en toute clarté. Son explication, elle est très simple. Le code des assurances, il garantit la protection de l'épargne, et l'épargne, elle a quoi? Elle a une fonction de soutien de l'économie. L'avantage fiscal dont dispose l'assurance vie est donc justifié par cette architecture dont la stabilité est nécessaire, et l'univers des cryptos, il obéit à une logique étrangère à cette architecture. Il ferme donc très clairement la porte à l'assurance vie pour les cryptos. Voilà donc de quoi redonner des vrais arguments au bon vieux compte-titres, mais une chose est certaine, malgré cette petite entorse ou ce petit caillou dans la chaussure, les cryptos vont rester l'un des sujets de 2026. Alors, plusieurs remarques sur ce que vous venez de dire. Déjà, je note le soutien à l'économie évoqué par Jean-Paul Faugère. Ça nous ramène au sujet qu'on a évoqué tout à l'heure en introduction sur l'impôt sur la fortune improductive. On vous a posé la question de savoir ce que vous pensiez de la décision de Jean-Paul Faugère sur les cryptos, et de savoir si la position de la CPR était une bonne position ou une mauvaise position. Je vous donne les résultats tout de suite du sondage. 43% considèrent que c'est une bonne position, 29% considèrent que c'est une mauvaise solution. Et vous allez me dire, ça fait pas 100. C'est normal parce qu'il y a quand même 29% des gens qui ne savent pas vraiment que prendre comme position. Intéressant le sujet des cryptos, j'en parlerai tout à l'heure, j'imagine, avec François-Régis Bernicot lors de notre débat. Je peux juste compléter, c'est un sujet sur lequel les CGP ont encore besoin, pour en avoir fait beaucoup de formations, d'explications. Il y a encore pas mal de choses à inventer. La suite, Georges. La suite, c'est 2025, avec le retour de quoi? Le retour des fonds actifs. Leur collecte nette a dépassé celle des fonds passifs au 3e trimestre. Pourquoi? Ça a été alimenté par 2 moteurs. Un, il y a eu les premières sorties des fonds indiciels depuis plus de 10 ans. Et deuxième chose, il y a eu des souscriptions importantes dans les fonds obligataires actifs. Pourquoi? Parce que les investisseurs, ils recherchent une approche plus pratique pour naviguer dans cette volatilité de marché, dans cette instabilité qu'on connaît tous. Cela reflète quoi? La préférence d'investisseurs pour de la flexibilité, pour de l'expertise, surtout en période d'incertitude. Et c'est selon moi, une très bonne nouvelle pour nos auditeurs, parce que c'est
l'espoir et certainement l'opportunité de très beaux débats de gérants en 2026 sur ce plateau pour expliquer leur gestion active. Enfin, pour être complet et pour ne rien oublier, le marché des ETF et des ETC, lui, continue à prospérer, porté par une demande soutenue d'exposition aux actions à faible coût et en particulier sur les marchés américains. Cela souligne un optimisme prudent des investisseurs qui à la fois veulent trouver un équilibre entre des opportunités mondiales et l'accès au marché. Ok, ce match entre gestion active et gestion passive sur le côté de la gestion, pas toujours sûr qu'on le traite via le bon angle, c'est comme un peu le match entre capitalisation et répartition en retraite, mais bon, ainsi va la vie. Alors, dernier point, il y a un sujet qui est certain, quelles que soient nos convictions à chacun, c'est que les lois des finances qui est en cours est un joyeux bordel. Il y en a dans tous les sens, on n'arrive plus à comprendre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, etc. Et ça fait énormément réagir sur un réseau social qui me tient à cœur, qui est LinkedIn, où on voit que tous les CGP réagissent, mais en fonction de leur profil, il y en a qui réagissent sur la flat tax, il y en a qui réagissent sur la taxe Zuckman, il y en a qui réagissent sur le retour de l'ISF, il y en a qui réagissent sur l'évolution du PER, et ainsi de suite. Mais il y a des réactions qui sont très disparates et très différentes selon les CGP, et ça montre quelque chose qui est très intéressant, c'est que les CGP visent des populations et des types d'épargnants très différents. Il y a des CGP pour tous les types de clients, et ce qui est, je pense, une très bonne nouvelle, parce qu'on dit que les CGP font en gros entre 8 et 10% des parts de marché, et ce qui est intéressant, c'est qu'il reste donc du marché à aller chercher, mais surtout ils ne visent pas les mêmes populations. Donc les perspectives de croissance et de développement pour les CGP sont d'autant plus conséquentes et d'autant plus importantes, donc c'est absolument très intéressant pour les prochaines années. Allez, un mot là-dessus, les biais sont comme les journalistes, ils ont quelques biais et effectivement il y a des CGP qui sont plus tournés vers l'immobilier, d'autres qui adorent les structurer, etc. Donc il y a vraiment des populations différentes avec la culture, l'expérience que chacun peut avoir. Merci beaucoup Georges. On passe tout de suite à notre débat pour parler assurance vie et retraite. Objectif long terme pour parler d'assurance vie et de retraite. Fidèle au poste avec nous François-Régis Bernicot, le président du directoire de Suravenir, donc breton. Et puis avec nous également Nicolas Fleuriot, le directeur du développement de l'UMR installé à Nantes. Donc nous n'avons pas un débat de Parisiens, nous avons un débat avec des acteurs qui sont implantés dans les territoires. On commence, si vous le voulez bien. J'ai là, sous les yeux, les chiffres qui sont sortis hier, le 3 novembre, les chiffres de France Assureur sur l'assurance vie. Les cotisations s'élèvent à 14,9 milliards. C'est la folie, François-Régis, cette année. C'est une très très belle année pour l'assurance vie, encore cette année en 2025. 2024 avait déjà été un excellent millésime. On avait une croissance des primes brutes de l'ordre de 15% en 2024. Là, les chiffres qui ont été annoncés par le directeur général de France Assureur, c'est plus 9% arrêté à septembre. Juste, vous dites prime brute, votre indicateur, vous, celui que vous regardez en priorité, c'est la prime brute ? Oui, je regarde l'évolution de la collecte brute. La collecte nette, c'est aussi un autre facteur, c'est ce qui reste une fois qu'on a défalqué les sorties. Et le niveau de collecte nette est aussi à un niveau très haut cette année. On est à plus de 30 milliards d'euros de collecte nette, donc c'est quasiment x10 par rapport à l'année dernière. Mais c'est vrai que derrière l'indicateur de collecte nette, en fait, comme on est sur des stocks qui sont très significatifs, le stock d'assurance vie, c'est à peu près 2100 milliards d'euros, et 30 milliards d'euros de collecte nette sur 2 milliards 100. Moi, je préfère regarder les primes brutes, parce que ça, c'est l'évolution de l'épargne qui est collectée, et c'est plus simple pour en tirer des leçons statistiques. Comment va Suravenir dans cet environnement enthousiasmant ? Alors nous, on va très très bien, puisque la croissance des primes brutes chez Suravenir, c'est 17%. Donc c'est plus que le marché. Ça, c'est l'indicateur que moi je regarde à titre personnel tous les mois. Je regarde comment on se comporte par rapport au marché. Et là, on gagne des parts de marché. On gagne des parts de marché parce que tous nos réseaux de distribution se portent comme des charmes. Donc tous vos réseaux de distribution, on rappelle, il y a Internet, il y a la banque de réseau et il y a les CGP avec Vie+. Voilà. Tout le monde va bien ? Exactement. Donc en fait, on a, de manière générale, il y a des facteurs qui sont positifs pour l'ensemble des compagnies d'assurance en France. C'est le niveau d'incertitude générale, géopolitique, fiscale.
qui conduit à une augmentation du taux d'épargne. Le taux d'épargne des ménages français est à un niveau historiquement haut. Cette épargne, deuxième élément favorable, elle est liquide. Elle est liquide parce que les gens ont moins de projets immobiliers qu'avant, donc ça fait plus d'épargne liquide. Et puis troisième facteur qui est très favorable à l'assurance vie, c'est qu'avec la repentification de la courbe des taux, naguère, cette épargne liquide, elle allait plus sur les placements bancaires et notamment les livrets. Et là, c'est un mouvement inverse qui se produit avec la baisse du livret A. C'est très favorable au fonds en euros des contrats d'assurance vie et à l'assurance vie de manière générale. Donc ces trois facteurs-là, ils sont communs à l'ensemble des compagnies d'assurance en France et c'est ça qui fait que les flux d'épargne sont élevés. Et pour ce qui concerne Suravenir, on a des facteurs, entre guillemets, qui nous permettent de nous améliorer. C'est des choix stratégiques qu'on a faits, essentiellement autour des modes de distribution, puisqu'on est présent sur plusieurs modes de distribution. Notamment, on est présent sur Internet. On est une des rares compagnies à opérer sur Internet. Et notre activité sur Internet s'est très nettement redressée cette année. On est en croissance de plus de 45% sur Internet. Et puis, on a un deuxième facteur aussi, un deuxième choix stratégique majeur qu'on a fait, c'est le choix de la distribution intermédiaire avec les CGP. Donc, on opère sous la marque Vie+. On a lourdement investi sur cette filière et on en tire les fruits puisqu'on continue à gagner des parts de marché sur le segment de la distribution intermédiaire. Nicolas Fleuriot, on va regarder avec vous ce qui se passe du côté de l'UMR. Donc, on rappelle, l'UMR, spécialiste de la retraite, donc un sous-ensemble de la partie assurance vie. Déjà, si on regarde en termes de réseau de distribution, aujourd'hui, vous avez, vous aussi, différents partenariats avec différentes typologies d'acteurs. Exactement. Alors, nous sommes aussi en croissance grâce à cette stratégie de multidistribution, donc en partenariat avec des acteurs mutualistes, des groupements de CGP, banques privées, courtiers Internet, courtiers grossistes. Et on voit qu'il y a une dynamique alors différente selon ces segments, mais qui est très favorable, notamment sur les PER grand public, marqué par une très forte proportion de versements programmés. On peut remarquer d'ailleurs une belle percée dans le monde enseignant avec MGEN, et je souligne la moyenne d'âge de souscription 31 ans, qui est assez remarquable, et des patrimoniaux, là aussi dynamiques, marqués par plus de transferts, plus de gestion libre, et du multipoche dont on reparle. On a effectivement, entre guillemets, des profils de distributeurs différents. Entre guillemets, les classiques type MGEN, Harmonie, etc., sont plus versements réguliers et peut-être une saisonnalité plus importante en fin d'année avec une logique de défiscalisation sur les patrimoniaux. C'est tout à fait ça, la gestion libre beaucoup plus marquée sur les patrimoniaux. Les transferts, en revanche, on les observe toute l'année. Et là, plus sur les patrimoniaux, effectivement. Ok. En tout cas, la tendance sur la première partie qu'on peut analyser sur les versements libres, c'est une dynamique en nombre de clients et en montant également ? Les deux. Ok. Alors, ça, c'est la dynamique. Les chiffres de France Assureur s'arrêtent au mois de septembre. On se rappelle qu'après septembre, il y a eu l'annonce du projet de loi de finances, la suppression du 49.3 et des débats parfois subuesques, on va dire, à l'Assemblée nationale. Quel regard vous portez là-dessus, François-Régis? Je le disais tout à l'heure en introduction, en faisant un petit commentaire sur l'IFI, nouvelle formule. On reparle de la fiscalité de l'assurance vie d'un point de vue patrimonial. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous regardez encore les débats parlementaires ou est-ce que vous avez décidé d'éteindre votre poste? Alors non, forcément, il faut quand même se tenir au courant de ce qui se passe. C'est la démocratie, c'est important la démocratie, donc il faut que les gens puissent s'exprimer. Aujourd'hui, en tout cas, à titre personnel, moi j'attends un peu de savoir ce qui va réellement être décidé et voté. Je pense que ça, c'est le premier sujet qu'on doit avoir. Simplement, ce que je regrette quand même, c'est deux choses. La première, c'est que on souffre quand même d'une instabilité des règles. Et ça, c'est pas bon pour l'économie à long terme. Donc ça, je regrette ça parce qu'aujourd'hui, le débat qui est ouvert montre que ce qu'on pensait avoir acquis, une certaine stabilité fiscale, est parti en lambeaux ces 6 derniers mois. Ça, c'est le premier point. Et ça, c'est clairement défavorable à la dynamique, parce qu'en fait, ce que cherche un épargnant, c'est avant tout de la visibilité. Exactement. En tout cas, dans les acteurs de long terme, vous ne pouvez pas investir, que vous soyez un agent économique particulier, institutionnel, vous ne pouvez pas investir si vous avez un inconfort sur la stabilité des règles. Et on avait gagné ça. Et le deuxième point, excusez-moi, que je reviens sur ce que je voulais dire tout à l'heure, le deuxième point, c'est qu'on perd de vue aussi, à travers ce débat sur les règles fiscales, on perd le débat sur le sens donné à l'épargne. Aujourd'hui, en fait, on a tendance à croire, notamment pour le cas
de l'amendement que vous citez que l'assurance vie ne sert à rien, qu'elle finance rien. L'assurance vie, ça contribue à financer l'économie. Le stock d'épargne que j'évoquais tout à l'heure, il est très important, mais il sert tous les jours au financement de l'État, des entreprises, et il n'est pas sain de considérer que c'est une cagnotte qui peut servir à tous les usages. Nicolas Fleuriot, je me tourne vers vous et à votre expérience. Le premier à avoir été attaqué dans le cadre du projet de loi de finances, même si a priori on est en train de faire marche arrière, ça a été le Perrin, avec le fait qu'on veuille imposer la sortie obligatoire au moment du départ à la retraite. Est-ce que, en termes d'activité, l'incertitude au sujet des retraites, que ce soit l'incertitude fiscale, que ce soit les incertitudes sur les débats autour des régimes de répartition, est-ce que ça incite les gens à s'y intéresser ou est-ce qu'au contraire ça les fait fuir ? Alors, très clairement, on a fait une étude là ce mois-ci, près de 2000 Français, qui montre que, clairement, la prise de conscience est très forte. Et donc, 78% des Français déclarent mettre de l'argent de côté, et la retraite est le troisième motif, après l'épargne de précaution, l'épargne de projet. Donc, oui, tout ça, et ce débat de ces temps-ci et des mois précédents, accroît la prise de conscience. Le sujet, après, c'est de la prise de conscience au passage à l'action, et on y vient. Alors, on va y parler juste quand même sur le sujet de la prise de conscience et sur le sujet entre guillemets de l'actualité. Les clés du succès du Perrin, parce que grosso modo, on dit le PER, ça a quand même bien marché. Là encore, je prends les chiffres de France Assureur, ils sont bons. La clé du succès pour vous, c'est quoi ? Ça a très bien marché parce que ça a offert de la liberté aux Français. Ça a offert la liberté de sortie en rente ou en capital, liberté qui sera exercée ou pas, mais j'ai ce choix. Liberté aussi de pouvoir transférer son contrat. Et puis, liberté aussi de pouvoir financer au long cours. Il y a la retraite, il y a les sujets de dépendance aussi qui sont devant nous. Donc effectivement, vigilance sur des amendements qui pourraient remettre en cause tout cela. François Régis, les chiffres, tout à l'heure vous m'avez donné vos chiffres sur la partie 17% de hausse sur la partie assurance vie, ça c'est le global. Si on regarde la partie retraite, quelle est la dynamique aujourd'hui chez Suravenir ? Elle est encore plus forte sur la dynamique sur la retraite. On est sur le produit Perrin, on est en croissance de 20% en matière de collecte brute, ce qui est très significatif. C'est aussi tiré par des nouveaux partenariats qu'on a lancés. On a lancé un Perrin pour Fortuneo, qui est la banque en ligne du groupe. C'est un démarrage qui est très très intense. On est très content de ce démarrage. Et puis on a lancé aussi un Perrin avec le groupe April. Donc là, c'est un autre réseau de distribution. C'est la distribution intermédiaire dans le monde du courtage. Et donc avec ces partenariats, plus le stock d'affaires en cours, on a un développement sur le Perrin qui est très soutenu. Je rebondis sur le thème des partenariats en me tournant vers vous, Nicolas. Vous aussi, vous avez une stratégie de partenariat. Il y en a des nouveaux dans le tuyau ? Donc déjà, on accélère. On passe de 1 partenariat par an à 3. Donc on en a signé 3 cette année, dont un avec la banque privée Autingre, dont la mise en marché se fait ces jours-ci. Ok. Je reviens sur votre étude. Tout à l'heure, vous nous disiez, la prise de conscience, elle est importante, mais il y a un sujet de passage à l'acte. Exactement. Et ce qu'on voit, ce qui est très surprenant, donc de la prise de conscience, quand on interroge les 45-64 ans, donc on va dire le segment d'âge où ça devient très concret, il y a un tiers des répondants qui déclarent ne rien faire du tout. Et on a un Français sur 5 simplement qui déclare faire le nécessaire. Donc ça veut dire que, et la bonne nouvelle aussi, c'est que sur ce tiers qui déclare ne rien faire du tout, 50% sont prêts à faire quelque chose dans les 4-5 ans. Donc ça veut dire qu'il y a un enjeu d'accompagnement extrêmement fort pour les aider à basculer et pour les aider à faire quelque chose dès aujourd'hui. Et c'est ça, quand on dit passage à l'action, c'est la retraite, on peut dire c'est loin, c'est compliqué, il n'y en aura plus, etc. Et tout ça n'est pas forcément vrai. Mais on peut faire quelque chose dès aujourd'hui. Pourquoi ? Pour lisser l'effort d'épargne dans la durée et profiter des intérêts composés. Alors, là-dessus se pose une question d'accompagnement. Déjà, est-ce que, François Régis, on acte ensemble que, malgré tout, les produits qu'on vend, ils sont, à la base, quand même pas si simples que ça. Un Perrin, c'est pas, ça a 2 types de fiscalité à l'entrée, 2 types à la sortie, ça a différentes options, etc. Donc, est-ce que vous aussi, vous dites, pour aider le passage à l'acte, il faut accompagner le client, quel que soit le réseau de distribution. Et juste comme ça pour l'anecdote, est-ce que c'est plus difficile de vendre du Perrin sur Internet que de le vendre avec un conseiller en face ?
C'est différent. Voilà, c'est différent. Le démarrage, j'ai cité tout à l'heure le démarrage du Perrin sur Fortunéos, c'est fantastique. Les chiffres sont fantastiques, donc ça marche. Mais par contre, pour que ça marche, il faut une offre qui soit adaptée, il faut une démarche de vente qui soit également adaptée, et puis il faut des systèmes informatiques et des projets qui permettent de fluidifier et de mettre en valeur les attributs de ce produit. Et c'est pas la même chose quand on est sur la distribution intermédiaire. C'est là que nous, on fait le plus gros de notre collecte. Là, on va être sur un accompagnement beaucoup plus personnalisé auprès du client, avec une offre financière qui va être beaucoup plus large, avec des produits qui sont plus compliqués à expliquer, mais qui ont aussi du sens. Notamment, je pense au FCPR, ou au mandat d'allocation à long terme, où on va avoir du non-coté. Mais c'est clair que pour vendre du non-coté, c'est plus difficile sur Internet que auprès des CGP. Et en fait, donc, les modalités vont être différentes selon les réseaux de distribution. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est que dans tous nos réseaux de distribution, j'ai pas beaucoup parlé de la banque, mais c'est pareil aussi de la banque, la collecte d'épargne long terme, que ce soit sur l'assurance vie ou sur le Perrin, elle progresse. Et elle progresse dans des proportions qui sont très significatives. Alors, on va regarder les sujets d'accompagnement. Si je regarde en termes de gestion financière, la caractéristique du PER, lorsqu'il a été mis en place, c'était d'avoir une option par défaut qui était une gestion par horizon. Est-ce que vous, Nicolas, vous voyez des différences en termes de comportement, de clientèle selon les réseaux de distribution et est-ce que la gestion par horizon, ça facilite le travail d'accompagnement pour vous ? Alors, juste pour rebondir sur ce que dit François Régis, en amont en fait de tous ces sujets, je pense qu'il y a un sujet, c'est d'installer un réflexe d'épargne déjà au plus tôt, parce que et finalement la retraite sera un des sujets qui bénéficiera de ça. Premier sujet, deuxième sujet, c'est de préparer sa retraite avec les bons supports. Donc effectivement, l'évolution des taux ramène un certain nombre de flux sur assurance vie et PER, mais dans les Français déclarent de dire la retraite c'est un sujet hyper important, donc je ne prends pas de risque, donc je vais sur de l'épargne bancaire. Je vais sur l'immobilier et en troisième position arrive le PER. Donc ça, c'est en amont et l'effort de pédagogie, il doit amener à ça aussi. Et puis un autre enjeu, c'est épargner à la hauteur de l'enjeu. Parce que c'est bien d'ouvrir un PER et on voit que c'est un bénéfice émotionnel d'ailleurs. Mais aujourd'hui, l'épargne retraite, c'est pour beaucoup un 13e mois. Donc est-ce que le 13e mois peut suffire pour des générations actuelles ? Est-ce que ça suffira à compenser demain le 50% de taux de remplacement ? Pas forcément. Donc il y a un enjeu aussi de collecte. Alors effectivement, après l'enjeu d'accompagnement, la complexité que vous évoquiez à l'instant, Jean-François, effectivement, on peut passer des heures carrées en pédagogie, et oui, il faut le faire, il faut expliquer tout ça, mais à un moment donné, la souscription de produits financiers, c'est une question de confiance avec le conseiller qui est en face de soi, avec la marque qu'il représente, et c'est cette confiance qui va permettre de, gommer un peu cette complexité, et d'aller, la gestion pilotée Horizon, effectivement, sur les PER grand public marche très bien, c'est majoritairement souscrit à plus de 99%, et ça répond bien à ça. Après, une fois qu'on est à la retraite, bonne nouvelle, on a encore 20 à 30 ans de vie. Moi, j'aime bien parler plutôt d'une deuxième vie. Soyons positifs sur cette étape-là. Et on va peut-être pas être investi 20 ou 30 ans que en fonds euros. Donc, les autres formes d'accompagnement, la gestion libre, qui permet aussi d'avoir de l'immobilier déstructuré, du private equity, voilà, les enjeux de souveraineté dont on parlait tout à l'heure. Tout ça répond à ça. Alors, on va y revenir. Je voudrais qu'on continue à creuser ces notions d'accompagnement. Sur Avenir a fait de longue date un choix non négligeable, c'était les mandats. Tout à fait. Avec d'ailleurs des taux différenciés sur le fonds en euros selon que l'on soit en mandat d'arbitrage ou pas en mandat d'arbitrage. Pourquoi ce choix ? Alors, on a fait un choix déjà en amont, c'est la diversification. C'est-à-dire que nous, on considère chez Suravenir que pour préserver le pouvoir d'achat de l'épargnant dans la durée, il faut avoir une épargne diversifiée. On vend du fonds en euros, bien sûr, mais on ne vend pas que du fonds en euros, on vend aussi des unités de compte. Et pour vendre plus d'unités de compte, on s'est rendu compte, puisque c'est un virage qu'on a pris de longue date, aujourd'hui, dans la collecte, on est à plus de 50% en unités de compte chez Suravenir, et on a même été jusqu'à plus de 60% ces dernières années. On s'est rendu compte qu'il faut faciliter l'accès aux unités de compte. Donc ça peut être le conseiller, on a parlé de la filière CGP, mais sur d'autres filières, c'est plus compliqué. Donc nous, les mandats, c'était une manière plus pédagogique d'expliquer aux clients l'orientation de son épargne et de favoriser en ce sens la diversification. Donc pour soutenir la commercialisation des mandats, là, on vient de lancer une nouvelle offre. On a beaucoup travaillé sur nos systèmes d'information pour permettre de gérer plusieurs mandats sur un même contrat. Parce qu'auparavant, on était limité à un mandat
par contrat. Et on est très content de ce projet parce que ça offre de multiples possibilités à nos partenaires distributeurs en fonction de leur type de client, pour promouvoir la diversification, soit en fonction des projets de vie des clients, soit en fonction des classes d'actifs. Bref, ça augmente les possibilités de mise en marché et donc ça améliore les performances commerciales, mais toujours avec la finalité pour nous, évidemment, de servir le client, mais de servir ses projets de vie dans la durée. Ok. Vous, aujourd'hui, Nicolas, tout à l'heure, vous me disiez, on peut avoir, on a une seconde vie au moment de la retraite, on peut avoir des objectifs différents. Aujourd'hui, sur les produits d'épargne retraite de chez vous, je peux avoir d'un côté ma petite tambouille où je me fais plaisir en gestion libre et puis avoir une partie à côté sur la gestion horizon. Alors, nous, c'est ce qu'on appelle le multipoche, c'est-à-dire cette capacité à combiner dans un même contrat la gestion libre et une de deux formes de gestion pilotée. La gestion pilotée à horizon, mais on en a d'autres aussi, une gestion pilotée profilée, ce qui permet effectivement de jouer la force d'une société de gestion sur la gestion pilotée profilée ou à horizon, selon le choix, et la gestion libre pour être en complément sur d'autres classes d'actifs. Donc ça, effectivement, ça marche bien. Ok, donc vous n'avez pas fait du multipoche avec gestion libre gestion, mais vous, on peut faire désormais autant de compartiments qu'on veut au sein d'un même contrat. Ouais, exactement. Ça, c'est la grosse innovation qu'on a lancée cette année, c'est qu'on peut avoir autant de poches qu'on souhaite. Ça a été un investissement très important qu'on a fait d'ailleurs sur le cœur du système d'information sur Avenir. C'est-à-dire que le gros intérêt pour nous, c'est qu'on sert toutes nos filières de distribution. Donc on peut le faire dans la filière CGP et avoir autant de mandats qu'on souhaite. On peut aussi le faire sur Internet. Et là, d'ailleurs, on vient de basculer un partenaire important de Suravenir qui est Yomoni, qui fait aussi des mandats. L'offre principale de Yomoni, c'est de vendre des mandats avec des composants en ETF. Et donc, on vient de basculer là plus d'1 milliard d'euros d'encours sur cette nouvelle offre. Et donc, on est très content de ces projets. Et ce qu'on espère avec ces fonctionnalités nouvelles, c'est qu'on va permettre à nos partenaires distributeurs de mieux mettre en valeur leurs conseils et de drainer des flux d'épargne toujours plus importants et plus diversifiés. Un mot sur les placements. On a parlé du développement des unités de compte. Tout à l'heure, on avait Philippe Roca qui était l'homme dans l'actu et avec qui on a parlé défense avec le lancement chez eux d'un fonds de dette privée en la matière. Il y a une multitude de produits aujourd'hui qui sont en train d'être lancés. On en voit même certains dans le métro à Paris faisant de la publicité. Tous les deux, parce que je vous ai régulièrement en plateau, je sais que vous me parlez souvent finance durable. Comment, quand on parle finance durable, on réagit au sujet de la défense et qu'est-ce que vous faites en la matière? Nicolas, vous me regardez, donc je vous passe la parole. C'est un sujet d'ailleurs qui est pas nouveau. On avait eu un débat d'orientation au conseil d'administration il y a 2 ans déjà, qui a dit oui, il est important d'investir dans la paix en Europe, dans les sujets de souveraineté, donc avec quelques exclusions évidemment, sur tout ce qui est armement non conventionnel. On voit que ce sujet a pris de l'ampleur encore cette année, l'appel sur la base industrielle et technologique de la défense, à laquelle nous travaillons et nous participerons au fonds Émergence, un fonds de place. Et nous aurons un deuxième débat en conseil d'administration fin d'année, justement pour prendre position sur ces sujets, aller également sur des UC spécialisés, de la dette privée, ce fonds Émergence. Donc oui, sujet important. Ok, donc il y aura de l'offre défense dans l'offre de l'EMR, chez du côté de Suravenir. Alors nous, là... La défense, vous êtes proche ou loin de la défense à Brest? On est très très proche de la défense de façon géographique, puisque en face du siège du groupe, vous avez la base des sous-marins nucléaires de l'île Longue, qui est le symbole même de notre souveraineté. Alors, Suravenir, c'est un acteur qui donne du sens à l'épargne. Ça, c'est important, c'est au cœur de notre stratégie. J'ai parlé tout à l'heure de préserver le pouvoir d'achat de l'épargnant, c'est notre mission première, mais notre mission première aussi, c'est de donner du sens à l'épargne. Donc on est sur la finance durable, mais c'est au sens large, et la souveraineté, pour nous, c'est très important. Nous, on est plutôt sur la thématique de la souveraineté, c'est un peu plus large que la défense, on vise pas que l'effort de défense en tant que tel, on est sur la partie souveraineté, vivre et décider au pays. Pour nous, ça c'est important. Et donc pour préserver ça, on a aussi toute une gamme de produits d'épargne qui permettent de le faire. Alors le premier, c'est le fonds en euros. Dans notre fonds en euros, évidemment, on est un investisseur important, on investit au service de la souveraineté. Donc là, on a notre maison, dans notre maison mère, on a nos confrères d'Arkea Asset Management qui vont sortir
un fonds de dette privée axé souveraineté, sur Avenir va mettre 150 millions d'euros dans ce fonds. Voilà. Donc ça, c'est des sommes qui vont être immédiatement mobilisées sur ce terrain-là. On a aussi des produits qui permettent à nos partenaires distributeurs et donc aux clients finaux de contribuer aussi à cet effort. Vous parlez du fonds tout à l'heure de BPI Défense, je pense que c'est à celui-là que vous faites allusion. On en fait la pub dans le métro, il sera aussi référencé sur les contrats sur Avenir. On a aussi des ETF qui sont spécialisés sur la défense qu'on a lancés. Et on aura d'autres fonds prochainement sous plusieurs formats qui permettront également de collecter des sommes pour participer à la défense de la souveraineté. Parce que pour nous, et c'est ça qui est important finalement, c'est important de donner du sens à l'épargne. Moi, je crois à ça. Nicolas, d'autres innovations chez vous en termes d'unité de compte ? Alors, deux innovations à signaler. Une innovation avec une UC forêt, une UC brocéliande. Voilà, elle porte bien son nom. La forêt, aujourd'hui, c'est des enjeux économiques. La demande de bois est forte. C'est plus de 457 000 emplois en France, 3 millions en Europe. Évidemment, des enjeux environnementaux, de biodiversité, de captation du CO2. Et c'est un actif qui se valorise dans le temps. Donc nous en sommes une UC dédiée à la forêt avec France Vallée, qui sera d'ailleurs portée en exclusivité avec Placement Direct et l'un de nos distributeurs Internet. Donc oui, première innovation. Deuxième innovation, travaillons à un fond sur le bien vieillir, parce que là on a un enjeu majeur de société. La seconde vie. La seconde vie, voilà, exactement. Enjeu de vieillissement, enjeu démographique. Et donc là, avec une approche innovante, une approche multi-classe d'actifs, actions, dette, private equity, et de mobiliser également tout l'écosystème, partenaires, adhérents, clients, milieu associatif, et que tout ça se fédère pour traiter en fait toute la chaîne de valeur, que ce soit le soin, le logement, toute la technologie qu'il faut, et en termes de prévention, pour retarder l'entrée en dépendance, pour la traiter une fois qu'elle est là, et donc une ambition avec plus de 350 millions d'euros. François-Régis, sur Avenir, traditionnellement, innove. Comment vous avez réagi aux propos de Jean-Paul Faugère, disant « les cryptos dans les contrats d'assurance vie, c'est niette ». Oui, nous, on aime bien innover, c'est vrai, là, on aime bien innover. C'est important de garder un petit côté disruptif sur l'évolution de nos marchés. Là, on avait un projet de référencer un ETF crypto dans nos contrats. C'était un de nos projets dans le cadre de la branche innovation de notre plan à moyen terme. Bon, là, c'était peut-être un peu trop disruptif par rapport aux attentes de la tutelle. Donc, on va évidemment adapter nos projets d'innovation pour qu'ils respectent les règles du jeu, puisque c'est important. On est dans un secteur financier en France, il est régulé. Donc, on est astreint à une certaine discipline en la matière, et donc on va réajuster notre innovation pour qu'elle cadre avec les attendus de la tutelle. Ok, vous avez malgré tout une liberté d'investissement sur le fonds euro, même s'il y a des contraintes de solvabilité qui peuvent éventuellement impacter les choix. Les taux français sont en forte hausse, vous êtes en collecte nette sur le fonds euro. Sur les fonds euros, je devrais dire, puisque vous en avez plusieurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous revenez sur le souverain, le risque souverain ? Alors, ça fait longtemps qu'on est revenu sur le souverain. Ça fait 3 ans qu'on rachète du souverain. On n'en avait pas acheté beaucoup dans la période de taux négatifs. Donc là, on rachète du souverain. Oui, forcément, on rachète du souverain. Pour une compagnie d'assurance en France, c'est important d'acheter du souverain quand les taux sont au niveau auquel ils sont. Simplement, on est quand même soucieux du risque sur la dette française. On n'en parlait pas avant, du risque sur la dette souveraine, mais c'est clair que, on parlait tout à l'heure du débat sur la loi de finances, le débat qu'on voit, il génère aussi un risque. Voilà. Et donc, il faut quand même qu'on fasse attention au risque sur la dette souveraine. Nicolas, que font les équipes d'investissement de l'EMR ? On investit aussi sur la dette souveraine. On était plutôt sous-exposé jusque-là. Donc, avec la hausse des taux, on est revenu sur la dette souveraine, essentiellement française, un tout petit peu européenne aussi. Mais on investit également en obligations, en actions, et notamment avec une exposition internationale États-Unis, Europe, Asie. Et puis, dans tous les actifs d'infrastructure, les sujets de souveraineté, les sujets de data center en France, de transition environnementale. Donc voilà, notre actif général porte ces 4 axes. Vous, François-Régis, je vous regarde. La décision sur les taux, elle se prendra quand ? Dans le courant du mois de décembre ou elle se prendra dans le début janvier ? Alors, en fonction de l'environnement ? Toujours très conservateur sur ce point-là. Je vous ai pas demandé le taux, je vous ai demandé quand a été prise la décision. On décide en janvier, plutôt fin janvier.
Ok, dernière petite question à tous les deux. Cette séquence s'appelle Objectif long terme. Je voudrais qu'on parle un peu de vos projets. Les projets, c'est sur Avenir, c'est quoi? Alors, on a beaucoup de projets chez Suravenir, mais je vais vous en citer deux. Le premier, c'est évidemment de continuer le déploiement de cette offre que j'évoquais tout à l'heure, qui est le multicompartiment. L'idée, c'est de la déployer sur le maximum de partenaires distributeurs. Donc, pour l'instant, il y a qui? Il y a Arkéa Banque Privée, il y a Yomoni, il y a Viplus. Exactement. Et donc, on va continuer à déployer. On a d'autres partenaires. Pour l'instant, c'est pas encore officiel, mais on a d'autres partenaires dans la suite des événements. Et donc, ça va être un axe important de 2026. Et puis, on a une initiative autour de la banque privée également. Mais ça, je reviendrai vous en parler en 2026. Ok, avec plaisir. Les projets, Nicolas, on a eu Eric Chanzy qui est venu l'autre jour nous parler du rachat de Patrimofi. Les projets chez l'UMR, c'est quoi? Donc j'ai compris, plus de partenariats. Tout à l'heure, vous m'avez dit on en faisait un par an, maintenant on en fait 3. Donc ça, c'est un premier axe. Il y a d'autres éléments dans le PEP? Il y a d'autres éléments. L'innovation, il y a effectivement l'innovation produit, on parlait crypto tout à l'heure, mais il y a aussi l'innovation dans l'accompagnement de la retraite. Il y a souscrire, mais ensuite faire vivre son contrat. Et donc là, on travaille sur ces sujets pour accélérer sa retraite. Donc ça, on pourra y revenir à un prochain plateau. Les gros projets qui vont nous mobiliser en 2026, c'est effectivement un pôle épargne retraite groupe, avec la stratégie groupe Vive. Elle a 3 piliers. Aller plus loin sur la distribution interne, MGEN, Harmonie Mutuelle. Groupe Vive, c'est quand même plus de 10 millions de personnes protégées. Deuxièmement, les partenariats de distribution externe sur tous les segments de marché, on en a parlé. Et puis, effectivement, un pilier acquisition. Donc, c'est Patrimofi, où on était d'ailleurs actionnaire de longue date. On avait une participation. Restera en architecture ouverte, puisque voilà. Donc ça, c'est grosso modo, ça c'est un client d'entre vous. Vous bossez avec Patrimofi? Bien sûr, c'est un gros partenaire de Suravenir. Voilà, et donc tout ça, cette stratégie va accélérer l'année prochaine avec la constitution d'un pôle épargne retraite groupe, avec évidemment PER et assurance vie. Donc a priori, l'année prochaine, vous nous parlerez retraite, mais aussi assurance vie. C'est ce qui va se mettre en place, exactement. Merci beaucoup à tous les deux. Tout de suite, à l'affiche, Stéphane Vondron. À l'affiche, le plus élégant de nous tous, Stéphane Vondron avec sa nouvelle casquette de directeur général de Lombard Odier Investment Managers France. Alors, Stéphane, on va tout de suite parler de Lombard Odier, société suisse. Quelles sont les autres caractéristiques de la maison? Alors effectivement, Lombard Odier IM, c'est une société de gestion suisse affiliée au groupe bancaire, à la banque privée historiquement. Pour mémoire, notre maison mère, c'est la plus ancienne banque privée suisse. Donc effectivement, on a nos racines. On va fêter nos 230 ans l'an prochain. Donc une certaine antériorité, absolument. Mais l'autre élément, effectivement, c'est l'aspect très international, au-delà de la durée, qui nous a permis de déployer cette plateforme très globale en termes d'investissement. Et bien justement, c'est cette ouverture sur le monde aussi, qu'ont traditionnellement les maisons suisses, par construction, sur des pays qui sont plus petits et sur lesquels le marché domestique n'offre pas forcément toutes les solutions. Je suis pas sûr, Jean-François, que vous ayez aujourd'hui envie d'acheter des obligations suisses. Je vous rappelle que les taux directeurs, ils sont à 0. Donc c'est vrai que l'idée, ça a été très tôt de franchir les frontières, ouvrir les chakras et ouvrir justement un spectre international à la sphère de l'investissement et proposer des expertises très fortes, ancrées dans de la recherche macroéconomique. On a beaucoup de papiers, beaucoup de recherches quant. Et l'idée, c'est justement dans cet ancrage de recherche, de proposer des solutions qui sont innovantes et qui sont aussi en ligne avec les attentes des investisseurs, historiquement avec beaucoup d'investisseurs institutionnels d'ailleurs. Vous avez été nommé patron de la France. Votre mission, c'est quoi? Ma mission, c'est de développer, de promouvoir ces expertises, peut-être aussi parfois de les adapter à notre marché domestique, puisqu'on a aussi cette dimension de taille intermédiaire. Je le rappelle, l'asset management pour nous, Lombard Odier IM, c'est 70 milliards d'actifs, ce qui fait de nous un acteur qui est relativement manœuvrant et qui peut aujourd'hui s'adapter à son marché. La France et la Belgique et le Luxembourg sont des marchés qui sont prioritaires pour le groupe et sur lesquels justement on a à cœur de s'adapter à notre environnement local. On a aujourd'hui aussi des capacités de gestion qui sont très en ligne avec ce qu'on peut rechercher. Alors, pour le moment, beaucoup d'institutionnels. Et effectivement, on a une marque qui résonne par son antériorité, par son expertise et qu'on souhaiterait diffuser plus largement dans le domaine de la distribution. Alors, dans le domaine de la distribution, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Je voudrais essayer de profiter de vos expertises. Je me dis, tiens, s'ils ont une culture historique d'institutionnel, ils doivent être très largement s'intéresser au taux d'intérêt. Aujourd'hui, en termes de taux d'intérêt, quelles sont pour vous les opportunités que vous avez et quelles sont les expertises que vous avez aujourd'hui chez Lombard Odier IM? Alors la remarque est très juste, on a une gamme très complète sur les marchés obligataires,
Je vais passer sur la partie suisse dont on a parlé à l'instant pour des raisons évidentes. Et sur la partie internationale qui nous intéresse, ce qu'on constate, ce sont deux choses. C'est tout d'abord bien la politique des banques centrales qui est aujourd'hui là, qui commence à marquer le pas. On voit une certaine stabilité, un certain attentisme quand même qui se dessine notamment en Europe. Et on voit surtout des primes de risque qui sont assez étroites. C'est vrai qu'elles se sont largement compressées. Alors elles sont stables sur le haut rendement depuis le début de l'année. Elles sont en compression encore sur les entreprises de bonne qualité. Ce qui nous amène à un constat, c'est de se dire que, en fait, ce très beau rallye que nous avons sur les marchés obligataires, il est pour partie derrière nous et se laisser porter par le rendement sera peut-être pas suffisant dans les mois et les trimestres à venir. C'est la raison pour laquelle nous estimons que aujourd'hui il y a une niche intéressante, un couloir de nage entre le haut rendement et l'investment grade, qui est constitué par ce qu'on appelle les fallen angels. Et les fallen angels, ce sont des entreprises qui sont notées en fait investment grade et qui subissent un downgrade et qui passent du mauvais côté de la barrière, du côté high yield, ce qui induit des pressions vendeuses de la part d'investisseurs institutionnels, mais également de l'ensemble de l'industrie pour des raisons essentiellement réglementaires et donc qui permet d'avoir une opportunité de marché avec une déconnexion entre le prix de l'obligation et ses caractéristiques intrinsèques dans la mesure où c'est plutôt pour des raisons réglementaires et mécaniques qu'on a ce downgrade. Donc là, gros travail d'analyse crédit sur ces titres-là et pour effectivement déterminer les bons et les pas bons, parce qu'il y a ceux qui relèveront la tête et ceux qui relèveront pas la tête. Ceux qui ne la relèveront pas. Toute la dynamique et justement l'analyse consiste à identifier ceux qui ne baisseront pas plus d'une note. Si c'est le cas, en fait, on a un recovery, un retour au prix initial dans les 2 ans en moyenne. Je parle de l'univers élargi. Donc, si on fait une analyse crédit de bonne qualité, ça nous permet d'avoir des niveaux de rendement qui sont un peu plus faibles que la moyenne du haut rendement, mais en revanche, on change de focale. C'est-à-dire qu'on va aller avoir un peu moins de rendement, mais en revanche de l'effet prix positif avec une approche plus total return sur le marché obligataire. Je reste sur l'analyse crédit, non pas sur la partie obligataire, c'est-à-dire sur les marchés cotés, mais sur la partie dette privée. Me semble-t-il, vous avez lancé un produit de dette privée, il y a de cela environ 1 an en France. Sa logique, c'est quoi ? Absolument, Jean-François, on a lancé, alors même il y a 18 mois maintenant, un fonds sur la dette privée sur un angle extrêmement spécifique que sont les asset backed loans. C'est-à-dire donc, en fait, ce sont des véhicules qui sont adossés directement à un actif pour ses revenus. Ce qui a un intérêt, c'est qu'en fait, on ne va pas faire de l'analyse crédit sur ce véhicule sur l'entreprise, mais bien sur l'actif, qui est le collatéral de notre dette. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on finance des opérations de taille intermédiaire sur des maturités qui sont extrêmement courtes, de l'ordre de 18 mois en moyenne, sur un univers international, ce qui nous permet, sur ce format de dette non cotée, de proposer un schéma de liquidité trimestriel qui est assez cohérent avec ce qu'on peut retrouver dans les sous-jacents, puisqu'on a des tombées extrêmement régulières sur des opérations de petite taille, sur ce qu'on appelle en bon français du bridge loan, c'est-à-dire une opportunité qui est liée au fait qu'on a moins de financement bancaire. Donc vous me dites liquidité, ça veut dire que c'est un fonds evergreen ? C'est un fonds evergreen, il est disponible sur l'étagère en permanence et il offre une liquidité trimestrielle après 18 mois d'investissement initial. Ok, la première année, il l'a fini sur quelle performance ? Il a fait 6,60 pour sa première année en euros net de frais, de tout frais investisseur. Aujourd'hui, ses performances sont de près de 9% depuis le lancement. Et l'idée, c'est justement d'avoir ce rendement régulier et assis sur différentes sources, puisqu'on a 10 verticales d'investissement au sein du portefeuille. En euros, ça veut dire que vous êtes international, mais vous couvrez systématiquement le risque de change ? C'est exact. Il n'y a pas de risque de change dans le portefeuille, mais nos actifs sont internationaux. Ok, je voudrais maintenant qu'on continue un peu regarder un peu le catalogue et à vous profiter de votre expérience et de votre expertise. Les marchés sont quand même à des niveaux excessivement élevés. Je peux être un peu inquiet pour mes clients. Je pourrais avoir envie de me désensibiliser. Et moi qui suis un vieux de la vieille, avant on disait quand on veut se désensibiliser, j'y arriverai pas. C'est pas facile. On s'intéresse aux convertibles. Les convertibles aujourd'hui, ça vous paraît être un sujet intéressant ? Alors pour plusieurs raisons. D'abord, une raison intéressée, on a une franchise assez dominante sur le sujet. On gère 3 milliards d'actifs sur les convertibles et on a un très bel historique de performance sur le sujet. Je passe cette anecdote en termes de fondamentaux sur la classe d'actifs. Oui, ça correspond à une problématique que vous soulignez, Jean-François, qui est de se dire, en ce moment, nombre de conseillers sont confrontés à cette problématique. J'ai un nouveau client, je suis pas à l'aise sur les niveaux des marchés actions, mais néanmoins, je me rends bien compte que si je suis complètement à côté de la thématique, ça va être très difficile à porter en termes de performance après plusieurs trimestres. Et donc, ils ne savent pas trop naviguer entre les deux. Les obligations convertibles, elles ont cette double caractéristique qui vont permettre de s'exposer indirectement au marché action, mais sans pour autant avoir ce même niveau d'exposition, donc de bénéficier du vente arrière sur les actions, mais également potentiellement de bénéficier du rendement et de la protection partielle offerte par les marchés obligataires. Je rappelle que, contrairement au niveau
pré-Covid, aujourd'hui il y a des taux, ce qui signifie que quand même les taux protègent en cas de baisse du marché. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs sur la baisse de début d'année sur les marchés actions, où on voit que les convertibles, globalement, elles ont encaissé à peu près 40% de la baisse et 50% de la hausse qui a suivi. Donc on retrouve cette convexité, cette asymétrie positive sur le marché des convertibles. Et de ce point de vue-là, c'est un actif qui est intéressant et qui est aussi diversifiant. Parce que si vous regardez le gisement des convertibles, eh bien, qu'est-ce que vous allez trouver par rapport à des marchés actions? Vous allez trouver moins d'US, ce qui dans le contexte actuel est peut-être une bonne chose. C'est plus équilibré, c'est très international, mais c'est plus équilibré. Et il y a également moins de tech, plus de conso, donc une répartition sectorielle qui est également différente et qui peut offrir de la valeur. Dernière question, si vous voulez bien, on va passer du côté des actions. Vous parliez tout à l'heure de thématiques. Il y a une thématique qui est très forte chez vous, c'est les grandes marques. Mais les grandes marques, j'ai tendance à vous dire, c'est cher et actuellement, ça marche pas tip top. Qu'est-ce que vous me répondez? Précisément, Jean-François, ça marche pas très bien en ce moment. Cette approche sur les grandes marques, croissance, qualité, notamment ce prisme qualité sur les marchés actions. Ça fait maintenant près de 18 mois que ça ne fonctionne pas bien. C'est précisément la raison pour laquelle ça nous intéresse à l'heure actuelle. Parce que c'est un fil rouge qui, dans la durée, on parle d'une stratégie World Brands qui a 17 ans d'antériorité, c'est un fil rouge qui fonctionne très très bien dans la durée et qui ne fonctionne pas à court terme. Donc ça interpelle. Il y a une prime structurelle sur ce typologie d'entreprise dans lesquelles on a une très grande récurrence et rentabilité des capitaux propres. C'est des entreprises qui n'ont pas de dette et qui ont une valeur intangible liée à la marque, mais qui les protège également, qui constitue une forme de barrière à l'entrée, y compris sur des marchés assez commoditaires. Et donc, en fait, ce qui nous intéresse, c'est que cette caractéristique-là, eh bien, elle permet traditionnellement de surperformer dans des retournements conjoncturels et dans des phases de reprise. Donc, après un marché euphorique, c'est un moment sans doute intéressant pour se pencher sur cette typologie d'actions qui, traditionnellement, se paye plus cher que la moyenne du marché, très largement, 60 à 70% plus cher que le marché. Aujourd'hui, on est plutôt sur des niveaux de 35 à 40%. Il y a toujours une prime, mais la prime s'est considérablement dégonflée dans un moment où, fondamentalement, des entreprises peu endettées, rentables et qui offrent de la croissance structurelle sont très intéressantes à regarder dans un cycle un peu serré. Merci beaucoup Stéphane Vendron d'avoir été avec nous. Tout de suite, deuxième à l'affiche avec la présidente de la CNCEF. À l'affiche avec nous, une femme. Vous nous râlez souvent parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'émission. Aujourd'hui, nous accueillons donc la présidente de la CNCEF Patrimoine, Pascale Glauser. Je charrie sur le sujet des femmes. On va regarder. Les femmes, elles sont très présentes à la CNCEF Patrimoine ou pas dans les effectifs? Alors nous, elles sont très présentes administrativement, effectivement, sur 17 personnes, il y a 15 femmes. Et puis, dans le conseil d'administration, elles sont 50%. Donc, en effet, elles sont assez présentes. Et il y a un effet, entre guillemets, boule de neige, qui est que les femmes qui sont CGP se disent « Ah ben tiens, je connais une confrère qui est à la CNCEF », donc du coup, entre guillemets, il y a des apporteurs d'affaires internes? Alors, je pense qu'en effet, comme on est peu nombreuses dans la profession, on se connaît plutôt bien. Et donc voilà, ça favorise sans doute des velléités et des valeurs communes. Voilà. Ok. Alors, avant de parler de la CNCEF Patrimoine, je voudrais qu'on parle de vous. Il y a 20 ans, vous avez créé le cabinet Sian Patrimoine. 20 ans, c'est à cette époque-là qu'est né le statut de CIF. Quel regard vous portez sur ces 2 décennies? Qu'est-ce qui, pour vous, a le plus changé? Alors, la professionnalisation des praticiens, sans aucun doute. C'est vrai que c'est une profession qui est désormais régulée. On l'a suivi, 20 ans, c'est le début du statut CIF. Donc, en effet, des praticiens aujourd'hui qui ont dû se mettre à jour, qui doivent continuer à se former et qui, du coup, ont sans doute aujourd'hui une visibilité plus intéressante professionnellement, puisque parfaitement régulée de part et d'autre. La régulation a donc été un bien ? Oui, sans doute, absolument. Oui, c'est un bien parce que c'est une population qui est un peu plus homogène, qui est plus professionnelle et compte tenu aussi de tout ce qui se passe sur le marché, qui devient beaucoup plus visible. Est-ce que les produits, est-ce que la technicité de l'épargne a fortement progressé, ce qui potentiellement peut rendre le métier plus difficile, mais également le besoin d'accompagnement plus important ? C'est exactement ça, c'est-à-dire que oui, la technicité s'est développée, elle oblige effectivement les CGP, mais beaucoup le faisaient auparavant, mais en effet, elle les contraint à des mises à jour régulières, mais en face, on a des clients qui, du coup, ont encore plus besoin de conseils, ce qui est plutôt favorable à nos métiers. Ok, alors j'imagine que dans les fonctions de la CNCEF Patrimoine, il y a d'essayer de faire du lobbying. Vous avez discuté avec les autres associations sur, si on prend le sujet d'actualité de la RIS,
Il y a eu des débats interprofessionnels? Bien sûr, en fait, il y a plusieurs chambres professionnelles, mais sur les sujets de place, les sujets importants, les chambres, effectivement, échangent entre elles, les présidents de chambre en discutent, de sorte à porter un discours commun et favorable à l'ensemble de la profession. Parfait. Alors, on ne va pas en parler, parce qu'on est en plein trilogue et on ne sait pas comment ça va aboutir. En revanche, je voudrais vous faire réagir sur l'actualité de la commission de distinction de l'autorité des marchés financiers. Puisqu'un certain nombre d'acteurs dans le monde du non-coté ont été récemment sanctionnés. Oui. Et quand on a lu les sanctions, on a vu qu'il y avait de très jolis paragraphes sur les rétros. Alors avec l'ARIS, on s'interrogeait pour savoir si les rétros allaient être autorisées ou interdites. Oui, oui. Et là, l'AMF prend un certain nombre de positions pas franchement favorables aux rétros. Comment vous lisez ces décisions ? Alors, je pense qu'elle s'exprime par rapport aux distributeurs et elle rappelle les obligations du distributeur. Côté CGP-CIF, ces obligations-là étaient quand même connues, c'est-à-dire qu'on doit suivre un produit bien au-delà de sa commercialisation. Ce que ça renforce pour nous, c'est, nous CGP, c'est la nécessité de faire une gouvernance extrêmement rigoureuse, quitte à faire ça d'une façon collégiale avec plusieurs, effectivement, plusieurs, soit groupements, soit CGP, soit plateformes, mais de sorte à avoir quelque chose qui soit vraiment infaillible, ou en tout cas beaucoup moins faillible. Oui. Démontrer la qualité et le suivi du service pour pouvoir justifier les rétrocessions. Alors ensuite, en effet, il est important de suivre les enveloppes et le CGP, de toute façon, s'engage à suivre les enveloppes. Donc il va chercher l'information nécessaire et il doit la transmettre à son client. L'adéquation, effectivement, doit être réalisée à une fréquence régulière, on le sait, et ces rétrocessions sont le pendant d'un service qui est rendu auprès de nos clients. Donc vous diriez que, grosso modo, c'est pas un changement de position de l'AMF, c'est une précision de sa position ? Alors, ce qui change, c'est que l'AMF dit aux distributeurs, vous êtes garant de cette distribution. C'est à vous de valider que le CGP fasse bien tout ceci de son côté. Et dit aussi aux producteurs, vous êtes censé vous assurer que si vous versez une rétro, le CGP a bien fait son boulot. C'est ça, tout à fait. Donc elle demande effectivement aux producteurs d'être garant de cette distribution et de la qualité des distributeurs. On reste sur les sujets d'actualité, on est en pleine discussion de la loi de finances. Enfin bon, on ne sait pas si elle sera votée, si elle ne sera pas votée, ouais. Si on aura une loi spéciale, etc. Le brouhaha autour de l'épargne, flat tax, Perrin, assurance vie, IFI, est-ce que c'est une aubaine ou est-ce que c'est un drame pour les CGP ? Alors, sans rentrer dans le fond dans un premier temps, une aubaine au sens où il y a forcément besoin de conseils. On le voit, nos clients ont rarement été aussi inquiets. Donc, bien évidemment qu'il est nécessaire de les accompagner par rapport à l'ensemble de ces dimensions-là. Ensuite, je dirais qu'il faut être vigilant. Il y a quand même un calendrier parlementaire qui est assez contraignant, qui permet même de douter de la possibilité qu'un budget soit totalement voté à la fin de l'année. Ce qui semble important, c'est de conserver à l'esprit tous les enjeux économiques qui sont attachés d'abord à l'épargne et puis à nos entreprises. Dernière petite question. Vous avez été nommé... Alors, votre implication syndicale ne date pas d'hier, ça doit faire 10 ans que vous êtes membre du conseil d'administration de la CNCEF Patrimoine. Oui, oui. Vous avez été nommée présidente l'été dernier, oui. Pour un mandat de 3 ans. Premier bilan de votre vision des choses, d'un sujet que vous connaissez, et qu'est-ce qui vous reste encore à faire ? Alors, on est 2000 personnes physiques à la CNCEF Patrimoine, on est 13 000 structures dans le groupe CNCEF, donc effectivement, c'est une organisation d'experts financiers qui est maintenant établie. J'avais à cœur d'accompagner, de poursuivre effectivement ce développement des CGP, en leur permettant, quelle que soit leur taille, de continuer à se développer. Et puis, on le voit, pour contribuer à élargir le marché, c'est-à-dire contribuer à mieux faire connaître nos métiers par une pédagogie qu'on essaie de faire réellement à destination, en réalité, de l'épargnant final. Ensuite, vous évoquiez des sujets réglementaires. Il y a toujours un travail
pour maîtriser ce périmètre dans l'exercice de nos activités de CGP. Tout à l'heure, vous évoquiez le nombre d'adhérents de patrimoine par rapport à la structure globale. Oui. Est-ce qu'il y a des sujets autour de l'interprofessionnalité dans toute la technicité qui a pris l'épargne dans les 2 dernières décennies? Oui, bien sûr. Alors, ces sujets sont un peu inhérents à l'historique de la Chambre, puisqu'elle existe depuis 1957, et puis à la cohabitation de ces différents métiers, en fait, qui est assez enrichissante. Et donc, qui favorise naturellement l'interprofessionnalité, si on part rien que des structures M&A avec les enjeux patrimoniaux, rien que sur ces sujets-là, mais il y a aussi tout ce qui est attaché au crédit, avec une Chambre extrêmement dynamique, et à l'immobilier, et à l'assurance maintenant. Merci beaucoup Pascal Glauser d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver en replay mais également en podcast. Que vous dire de plus? Rendez-vous le mois prochain. Ciao.